À l'époque du Baal Shem Tov, de la Morazaken, il y avait des Magidim. Et des gens, ils passaient dans les communautés, ils passaient dans les choules. Et ils disaient aux Juifs, vous êtes tous des grands Réchaïm, vous allez tous aller au Guéhénom, il n'y a pas un Guéhénom suffisamment profond pour vous. Et les gens, ils pleuraient dans la choule, et voilà, après, plus ils pleuraient les gens, et plus ils se faisaient payer cher. Et une fois, il y a un Maguide comme ça, il commence à crier, regardez-vous comme vous êtes des Réchaïm, Dieu il regrette tous les jours qu'il vous a créé. Et après, quand il finit sa dracha, les Juifs ils pleurent et tout. Il a dit, vous savez, moi je suis un grand Talmid Chacham, j'ai appris tout le chasse. Et moi, on ne peut pas me traiter n'importe comment, il faut me mettre dans un endroit confortable, j'ai besoin d'un bon repas et tout. Reb Shmuel Mokes, le chassid de la Morazaken, il a dit, moi je m'occupe de lui. Et donc il l'a amené dans un endroit, une belle pièce, il l'a installé. Il est revenu 10 minutes après avec un grand couteau. Il a commencé à aiguiser le couteau comme ça devant lui. L'autre a commencé à... Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, tu vois, je prépare le couteau, je vais te tuer. Et tu vas me tuer? Ah ouais, mais je t'ai rien fait, pourquoi tu... Il dit, regarde, j'ai réfléchi, c'est écrit que Erev Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'aller devant les tombeaux des tzadikim. Et là, on n'a pas souvent l'occasion de voir un grand tzadik comme toi. Et le tzadik le plus proche, il est enterré à 50 km d'ici. Et pour les gens, c'est une grande tirade d'aller là-bas, Erev Rosh Hashanah. On va te tuer, on va t'enterrer dans le jardin derrière la choule. Comme ça, on rend service à tout le monde. Le Erev Rosh Hashanah, au lieu d'être obligé de courir, on a un tzadik qui est enterré juste derrière la choule. Il dit non, mais tu sais, je suis pas un si grand sadique que ça. Hein. Mais regarde, t'as expliqué dans la choule que la vérote c'est très grave. Non, et tu nous as dit que tu connais tout le chasse. Il dit non, la moitié seulement. Non, c'est bien, la moitié, tu sais, par rapport aux gens d'ici. La moitié du chasse, c'est énorme. Il dit mais je fais des avérotes moi aussi. Je vous ai expliqué que moi aussi ça m'arrive de faire des avérotes. Après tout ce que tu as dit, tu fais des avérotes. Tu mérites pas que je te tue. Tu m'aideras pas. Alors on parlait là-bas de... On dit que les Réchaïm, même les gens très très graves, ils sont bourrés de misvot. Karimon, on est comme une grenade. Alors il y avait un monsieur, que les Israéliens connaissent très bien, c'est lui qui a fait les accords d'Oslo, c'est lui qui a toutes les choses les plus graves qu'il y a eu ici, c'est lui qui les a organisées. Il s'appelle Ramon. Il s'appelle Chaim Ramon. Et il était un jour chez le rabbi, et alors, il demande de là. Il dit le rabbi lui fait, vous vous appelez Rimon, n'est-ce pas? Alors l'autre, en rigolant, il dit non, Ramon. Alors le rabbi dit non, Rimon. Alors il fait, non, c'est c'est Ramon, c'est pas Rimon. Alors le rabbi, il fait Rimon. Il n'a pas compris, parce que comme c'est un crapule, quoi. Il a occasionné la mort de plein de gens, l'intifada, les attentats, c'est lui qui a tout fait. Et moi, c'est une grenade. Alors il voulait dire par là, Rimon, tu es plein de mitzvot comme un Rimon. Il a enlevé toutes les accusations qu'il y a sur lui, parce que c'est une ordure. Il va remonter. Que Dieu le bénisse, mais c'est une crapule finie, quoi. Alors, et l'autre, il croyait que le rabbi est un peu vieux et il confond les noms. Alors qu'il est bien fait comprendre, tu es comme une grenade, t'inquiète pas, tu es bourré de mitzvot. Il avait dit aussi à Shamir. Il a dit à Shamir, le Shamir, c'est ce qui permettait de couper les pierres dans le Beth Amikdash. Le Shamir était tout petit, mais il coupait les pierres. Il n'y a pas de jeu de mots, je le rappelle. Je me rappelle l'année où Bibi, il était ambassadeur aux Nations Unies. Washington, il était ambassadeur à Washington. Toujours les Israéliens, ils venaient le deuxième soir. Parce qu'ils faisaient un seul jour de Yom Tov, même en Amérique. Donc ils venaient en voiture. Le rabbi, il a arrêté les Hakafot 1h30 pour parler avec lui. Avec qui? Avec
il y avait Avec Bibi. toute la délégation israélienne qui était conduite par Bibi. Mais il y avait tout 770 silencieux pendant 1 heure et demie. Il y avait toute la délégation qui était sur la bima là-haut. Il aurait pu parler avec eux. Regarde. Il y a des gens qui ont fait un jeu de mots là maintenant. Parce qu'on le voit, on le voit, quand il y a eu Guimel Tamouz il y a 20 ans, ils avaient fait passer le film où on voit Bibi, et le rabbi lui dit, il quitte le consulat et il va devenir député. Et le rabbi lui dit, ne vous inquiétez pas, vous serez seul contre 119. C'est vrai ça ou pas? Mais il ne lui dit pas 119 députés. C'est des Il lui dit, menteurs. il serait seul contre 119. Mais il a dit, c'est pas grave parce que mon Dieu est avec vous. Du bon côté, avec vous. Mais il ne lui dit pas contre 120 Chavrei Knesset, contre 10 le chiffre. C'est marrant parce que maintenant ils viennent de voter une motion là-bas à l'ONU. Il y a 119 pays qui sont contre Israël. Donc ça remarche encore, vous serez seul contre les 119, ça peut encore marcher. C'est encore actuel. C'est actuel depuis Matan Torah. Hein. C'est marrant, non, mais le fait que le rabbi le fasse. Ce qui circule par contre, c'est faux là. Parce que le rabbi aurait dit à Bibi que ce serait le dernier Premier ministre avant la venue de Mashiach. C'est vrai ou c'est. Non, c'est vrai, Ah, il a dit comme ça? Tu l'as vu la vidéo où il dit ça? Où il finit la phrase comme ça? Mais ça, c'est sous forme de son. Non, parce qu'il n'a pas l'air de dire dans le film, il coupe. Il dit. Moi qui ai coupé avec Guimel Tamouz. Il lui dit quoi? Je vous donne le charbin à. Il dit que Dieu fasse que après vous, ce sera le Il le dit, Marat, tu l'as entendu? Je crois que Dieu joue un Dans le rôle film. important dans le Mashiach. C'est un monde. En parlant de l'ONU, c'était tous des menteurs, du shaker, et que lui doit dire la vérité. Il doit leur dire la vérité. Il a dit, lui-même à l'ONU, il a mentionné une fois. Il a cité le rabbi. Marcas, est-ce que vous pouvez revenir sur le lien de Gog ou Magog que vous avez traité hier? De quoi? Si je l'ai dit hier, tu vas refaire un remake. Voilà, il explique que parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, ils parlent que c'est la guerre de Gog et Magog et que. Bon, en général, c'est ceux qui ne savent pas qui parlent. Mais il faut mettre un peu d'ordre. Bon, le Maharal, il dit il y aura 3 fois, c'est écrit dans le Midrash, qu'il y aura 3 fois la guerre de Gog et Magog. 3 occasions. Pas comme les gens y pensent, c'est une fois et c'est terminé. Il dit la première fois que ça a eu lieu, c'était dans l'histoire d'Abraham avec la tour de Babel. Dans la Torah, on ne raconte pas que c'est Abraham on raconte que Nimrod qui fait la tour de Babel. Il y a tout le monde qui est avec lui, hein. Mais le Midrash dit non, c'est pas Nimrod qui fait la tour de Babel tout seul. Il fait la guerre contre Abraham Avinu. Ça veut dire que la première fois, d'après Maharal de Prague, c'est toute l'humanité qui se ligue contre l'Ardout Hashem. Et donc en faisant la tour de Babel, ils se battent contre Abraham, qui était présent au moment de la tour de Babel. Parce qu'il a même connu Noach, Abraham Avinu. Donc il dit ça c'est la première guerre de Gog et Magog, c'est au moment d'Ora Plaga. Et il dit la deuxième fois qu'il y aura Gog ou Magog, il dit c'est quand Yoshua il rentre en Eretz Israël. Quand ils font la conquête, c'est la deuxième fois, il dit, il ne faut pas croire. Dans la Torah, il y a écrit, n'aie pas peur d'eux, ils sont forts, mais toi tu es fort, mais ils sont plus forts que toi, mais n'aie pas peur d'eux. Sans arrêt, il y a écrit dans tous les Sefer Dvarim, Chazak, Matz, Altarsu, pourquoi il y a besoin de répéter, n'ayez pas peur d'eux, on voit les frères de Yaakov, les fils de Yaakov, ils étaient des géants. Pourquoi ils avaient peur de sept peuples? Il dit non, il te dit c'est pas 7 peuples, il dit toute l'humanité entière elle était là-bas. Chaque peuple il avait une armée en Israël pour se battre contre les Juifs quand ils arrivent. Donc il n'y avait pas que les 7 peuples, il y avait tous les peuples du monde qui ont emmené chacun son armée et ils attendaient les Juifs là-bas. Et donc on peut comprendre qu'ils pouvaient avoir peur. Et là-bas, il te dit, c'est la guerre de Gog et Magog. Il y avait les Shivim Umot, les 70 nations contre l'âme Israël qui les attendait.
Et il dit c'est plus fort que la première, parce que la première c'était idéologique, c'était le Shem, Ardout Hashem. Là il dit c'est Ardout Hashem, mais c'est Baaretz, c'est sur la terre, c'est beaucoup plus fort. C'est pas théorique comme Abraham qui était seul à se battre avec des idées. Là tu vas instaurer la Shrina de Dieu sur terre par les mitzvot, et ça les 70 nations ne le supportent pas. Et il dit, on a gagné donc la première avec Abraham, on a gagné la deuxième avec le choix, et la troisième, il dit, c'est avant que ma chère ne vienne. Avant que ma chère ne vienne. Et dans l'histoire, il y a... Tu permets, hein, que je... Non. Non, quand c'est le Ilou Ishmat, ton papa. Là-bas, il dit le Chida, il dit que quand les croisés tous les rois d'Europe, ils ont fait la guerre pour récupérer le tombeau ici à Bethléem. Il y avait Rambam, il était le médecin de Salah ad-Din. Saladin, du roi Saladin, le grand empereur ottoman. Et donc, tous les rois d'Europe sont arrivés pour faire la guerre contre tous les rois de l'islam. Et là-bas, il dit, le Chida, il dit, c'était la guerre de Gog et Magog. Il y avait, encore, comme le Tzemar Tzedek, il répète plusieurs fois, il dit, les 70 nations, c'est 35 rois d'Esav contre les 35 rois d'Ishmaël. Shloshim Bechamesh. Donc c'est toujours l'Occident et l'Orient, l'un en face de l'autre. Et donc il dit le Chida, il dit, le Rambam, il aurait dû être le Mashiach, et il était là, c'était le médecin de Salah ad-Din. Et quand Richard Cœur de Lion, il marche mot aux Zichro, il est arrivé en Israël, ouais, c'est un antisémite terrible, il est arrivé en Israël et il est tombé malade, et il devait mourir. Il devait mourir, et donc les croisés, ils ont fait une trêve avec les Arabes, ils ont dit on arrête, parce qu'on sait qu'il y a un médecin chez vous qui peut sauver Richard Cœur de Lion, qui dirigeait les croisades. Alors ils ont demandé au Rambam, ils ont dit est-ce que tu es prêt à aller dans le camp des croisés pour le soigner? Alors il a dit oui. Alors il part dans le camp des croisés et il fait une condition avec eux d'enlever toutes les croix et tout ce qu'il y avait dans les tentes des croisés, sinon ils ne rentrent pas à le soigner. Et il est rentré et il a soigné. Et il a dit mais avant de te soigner, je voudrais faire un tenaille avec toi. Quand tu retournes en Angleterre, que tu redonnes tout l'argent qu'il a volé aux Juifs qu'il y avait à l'époque, et que tu permettes à tous les Juifs d'être tranquilles en Angleterre. Et Richard Cœur de Lion, il a accepté. Et il dit alors à ce moment-là, donc il était au milieu de la guerre de Gog et Magog en fait, le Rambam. Et il dit, bon, après le Chida, il dit, bon, ce que le Rabbi ramène dans le Sichot, que comme le Raïvet, en Montpellier, il n'a pas été d'accord avec lui, il n'a pas pu être Mashiach Befoal, concrètement, mais effectivement, il aurait dû être le Mashiach parce qu'il a réussi à se battre contre les deux. Il a calmé les Arabes, il a calmé les chrétiens, et il a respecté. Donc, il y avait la guerre de Gog et Magog, mais comme le Rabbi dit, il y a deux façons. Il y a où les 70 contre les Juifs, ou les 35 entre eux, et que les Juifs vont lui faire rien. C'est une guerre entre les peuples. Donc les gens, ils ont voulu voir, dans cette histoire-là, qu'effectivement, ça aurait pu être la guerre de Gog et Magog réelle, puisque c'était si Rambam était devenu Mashiach. Et donc on voit qu'à chaque fois il y a une évolution, et apparemment d'après le Chafetz Chaim, d'après le Rabbi, d'après les vrais Gdolei Israël, enfin pas les rigolos d'aujourd'hui qui interprètent, ouais, c'est déjà fini, c'est déjà derrière nous. Parce que les gens ils croient que la venue de Mashiach, c'est en une semaine, tout ce qui est écrit se réalise. Gog et Magog, Tréat Ametim, la nomination du roi, c'est pas une semaine, ça prend des années et des années. Le Rachab, il dit que ça a commencé en Tafshin Samer déjà. Tavresh Samer, en 1900, quand le 20e siècle a commencé, le Rabbi Rachab, il dit, viennent de commencer les Yemot HaMashiach. On voit bien que c'est Chevle Mashiach, on voit bien que c'est pas en un jour que ça se fait. Donc ça fait 100 ans déjà. Voilà. לחיים וחיים. Velibracha. Tu peux parler de ça davantage parce qu'il y a énormément de gens qui sont très. Ils entendent
Ouais, il y a tas tellement d'informations sur Gog et Magog. On leur dit ça va bientôt arriver. Hop. Le rabbi a dit que fait très Magog peur. était déjà Lui dépassé. précédent. Lui précédent dit que les guerres de Gog et Magog, c'était les guerres de 14. Rabbi a dit plusieurs fois que toutes les choses négatives, elles sont derrière nous. Il y a déjà eu assez de choses négatives. Maintenant, c'est uniquement le bien qui doit se dévoiler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des frayeurs à tout le monde, avec des enfants qui Les santé rêvent. des Misnagdim en général. Non, mais c'est des trucs C'est qui leur sont- fonds de commerce. C'est des trucs vrais, un gosse qui était mort en clinique, l'autre. Ils utilisent des trucs vrais, mais. Pour manipuler. Mais ouais, arrêtez pour faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'on gagne? Le rabbi il te dit fais des bonnes choses pour être prêt à recevoir le Mashiach. Pas fais des bonnes choses pour éviter de te faire tuer dans la guerre de Gog et Magog ou d'aller au Gehinnom. Fais des bonnes choses pour les choses bien, pas pour bouclier, pour éviter de te faire tuer au. Hein? Surtout quand les gens. Voilà, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, si ça ne suffit pas comme Gog et Magog. C'est qu'on n'a pas étudié Cruel quand même. le cas, il n'a pas étudié l'histoire. Hein. Je dis, non, c'était pas suffisant. Là. Maintenant, c'est Gog et Magog aussi, oui. C'est toutes les nations contre nous, à l'ONU. Et c'est du blablabla, c'est pas sérieux. Tu vois pas l'armée française arriver ici pour qu'ils aillent d'abord régler leurs problèmes avec leurs Syriens. Non, mais ouais. Je veux dire que depuis que les soldats ils sont betterables, on a compris comment les Français gagnent les guerres. Quoi, vous leur donnez du mashké, des gâteaux et tout. Ah, ils sont bien comme des coques en pâte. Dans alors. l'hôtel là-bas. Hein, tous les jours. Mais alors c'est quoi vos horaires? Alors demain, je te promets, bien sûr. Tous les jours, l'officier revient. Mais alors c'est quoi vos horaires? Je peux vous prendre en photo? Ils préfèrent ça que de venir dans la police en Syrie. Hein. Premier Shabbat qu'ils étaient là, ils ont entendu le Shabbat Ou la matin. choule, chez vous. Ah, Ouais, Shabbat matin, ils ont entendu la Marseillaise. Après, l'officier vient, fait Monsieur le rabbin, c'était trop. On n'en demandait pas trop. Ah ouais, il a cru que vous étiez. Ah, il a cru, la faux. c'était pour eux, quoi. C'est bien. Mais on voit l'importance que le rabbi a donnée aux Français. Et ben, cette histoire-là de l'importance des Français, elle est déjà très ancienne. J'ai lu dans un livre que le José de Lublin, qui vivait pendant la Révolution, il recevait régulièrement tous les discours de l'Assemblée nationale de France. Et un jour, il est tombé sur les discours de Robespierre. Et il lisait, on lui traduisait mot à mot les discours de Robespierre. Et il dit, Robespierre, il a instauré un jour de prière pour l'être suprême. Ils appelaient ça l'être suprême. Pour ne pas dire Dieu, etc. L'être suprême. Et lui, il dit, c'est très très grave ce qu'ils sont en train de faire là-bas, parce qu'ils sont en train de créer le système de ce qui va être la démocratie, quoi. C'est-à-dire, je tue la religion, la émouna, etc. Et il finit sa lettre, le José, en disant, je pense que celui-là, on va finir par lui couper la tête. Et quelques mois après, on va lui couper la tête. Alors, Robespierre. Donc on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, toute la guerre qu'on a, c'est contre la démocratie, en fait. C'est la démocratie qui fait la pagaille dans le monde. Hein. Et la démocratie qu'il a instaurée, bah, c'est la France. Révolution française. Qui a pourri la. Voilà, Ezrat Hashem, on gagne la guerre contre Baal Rabbi Peor. Maharash, il a passé 3 jours en France. Il a dit, je veux pas voir la France et je veux pas toucher la France. Waouh! Pendant les 3 jours qu'il était, il avait des lunettes opaques, il avait des scotch qui fermaient les lunettes et il avait des gants. Et il y avait 2 chassidim qui le conduisaient comme s'il était aveugle.
Waouh. 3 jours, il était en France, il n'a pas vu, il n'a pas touché. Il n'a pas enlevé les gants pendant 3 jours. Parce que c'est un endroit très impur. Vous voyez, quand vous Avant, avez les mérites, mais il y avait un proverbe en yiddish, on dit la France c'est l'endroit le plus from du monde, parce que tous ceux qui passent par la France, ils laissent leur conquête sur place et ils repartent. Ouais, il laisse la Hirat Shamaï là-bas. C'est plein d'Hirat Shamaï. Et maintenant, c'est vraiment l'exemple même de la conquête. C'est entièrement le travail du Rebbe, vraiment. Le Rebbe, il a changé la Ce qu'a planté le rabbi. Il m'a dit, Rob Gezei, ton gars, car c'est rare que le Rebbe il dit lui-même les mots. Quoi. J'ai planté, j'ai labouré, j'ai planté. Vous ne mangez pas beaucoup pour des voyageurs de Netanya. Bon, Raïm, tu nous racontes quelque chose où je parle. Enfin, tu prends le risque. Ils sont venus pour t'entendre, pour m'entendre. Hein? Ah voilà, laquelle Je t'attaque. Bravo patron. Allez, Chaim. Allez, vas-y. Moi, je suis pas venu pour parler, je suis venu pour t'entendre. Il a fait 5000 km pour... Non, parce qu'on a l'habitude de se parler. À Paris, tous les... Moi, je suis arrivé en Israël en 82. Donc, c'est une petite course. Mais avant 82,
78 à 82, tous les dimanches, Chaim, il nous faisait le résumé de tout le Farbringen du De la Rabbi. poussière, ouais. Ouais. Tous les C'est la dimanches, soirée des poussiérages, là. 78, 82, 4 ans d'affilée, tous les dimanches, on avait, il répétait mot à mot tout le Farbringen, que j'ai encore à la maison, quoi. Bon, entre-temps, ils ont publié, ils ont imprimé en yiddish, en hébreu, même en français. Donc j'ai mes originaux quand on marquait tout, quoi. Ça a duré longtemps, c'était presque 3-4 heures. Puis, on était dans la petite salle locale de rue Lamartine, une petite salle entre-sol, comme ça. Ah, au premier en bas, au bas. Au Premier étage, là, juste en haut. Entre-sol. Entre-sol. La fois, il est pas. Là où il n'y a pas de fenêtre. Moi, tu veux pas t'envoler. On entend là-bas, on peut pas. Tu veux pas, il n'y a ni fenêtre, ni lumière. Même si la police elle vient, elle ne te trouve pas, quoi. Et donc c'est intéressant, quoi. En direct, c'est très rare que les gens dans le monde disaient le Farbringen le lendemain, quoi. Très rare. Et là, Chaim faisait ça. Il y avait Et Yoel, les Manout. Yoel Kahn, il faisait Khazara à 3h du matin. Donc, il suffit d'écouter. On apprenait énormément de choses. Et quand après, tu marques les informations, tu vois qu'avec le temps, ce que le rabbi dit, c'est très rare que ce soit pour le jour où il parle. Il parle, au moment où alors, quand tu marques, tu te rends compte que ça a une portée. C'est pas ça se réveille que maintenant, quoi. C'est que des visions, quoi. C'est extraordinaire. Lui, il arrivait à te concentrer dans une sira. Tellement de sujets qui étaient collés l'un après l'autre. Après, il fallait arriver à bien séparer les choses. Un enchaînement. Mais même le concentré, c'était très riche, quoi. Voilà, donc je connais. Et Chaim, je le connaissais bien avant. Puis 70. Les années 70. Voilà, moi, je suis arrivé à Lubavitch en 70. D'un mètre. Voilà. Et entre-temps, on est là, on attend toujours un chiard. Là, nous attendons. Le mec qui vient, non On l'aura à l'usure. Il a promis, hein. Bah ouais. Bon, vous voulez écouter une belle histoire? Si Chaim le permet, parce que s'il a quelque chose, s'il y a quelque chose de plus intéressant à dire, c'est une histoire, c'est vraiment qu'on parlait de la Shoah et de la guerre, pendant la guerre. Il y avait c'est une histoire vraie, ils ont fait un film d'ailleurs, les Français ont fait un film qui s'appelait Un taxi pour Tobruk. Vous avez fait ce film? Bon, bah, qui c'est une histoire vraie qui a eu lieu. Une génération, hein. Non, mais c'est un film classique, c'est un film de guerre classique français. Classique, c'est que certains points. Ah ouais. Oui, c'est en noir et blanc. C'est des classiques. Ça s'appelait Un taxi. Il faisait tourner les balimelles. Cinéma, c'est ça? Ouais, c'est un film cachère et tout, il n'y a pas de truc louche. Et c'est un film que j'avais vu quand j'étais petit. Et après, quand l'histoire recoupe le film, je te dis, c'est extraordinaire. Quand il y a eu pendant la Shoah, il y avait 10 Mekoubalim qui habitaient il y avait 10 Mekoubalim qui habitaient ici à Jérusalem. Et ils savaient qu'il y avait la Shoah, ils savaient qu'il se passait des choses très graves en Europe. Et ils ont voulu savoir si on pouvait faire quelque chose. Pour arrêter, quoi. Et ils ont rêvé tous ensemble, ils ont rêvé, à la même date, à la même période, que la Shoah c'était une xéra. C'était déjà décrété qu'on ne pouvait plus l'arrêter, mais qu'on pouvait quand même empêcher les nazis d'arriver en Israël. Mais ça, on pouvait l'empêcher. Et pour ça, il fallait qu'ils aillent chacun sur la tombe d'un tzaddik, qu'ils choisissent, et qu'ils aillent prier là-bas, et qu'ils reviennent tous ensemble, et qu'ils fassent une souda, et à ce moment-là, la xéra contre l'invasion, parce que c'était avec l'oncle d'Arafat,
Le Moufti, c'était long d'Arafat, il marche même tous les deux. Et il avait fait un accord avec Hitler. Et il a dit, avec l'aide de Dieu, je te livre les Juifs qui sont ici en Israël. Au moins ça, tu vas gagner ça. Et donc ils ont décidé d'aller chacun sur une tombe. Et il y en a qui sont partis sur la tombe de Rabbi Yaakov à Bukhatsera en Égypte, et qui tombent sur le Rambam, là où ils ont pu faire des pèlerinages. Et ils sont revenus en Israël, et ils ont dit, voilà, c'est bon, la Xéra ne s'appliquera pas en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est ça le film qui raconte, c'est que le chef des armées alliées, c'était le général Montgomery. C'était un Anglais, mais il n'était pas du tout bon. Tout le monde savait que ce n'était pas un bon général. C'est pour ça qu'on l'avait mis ici en Égypte, parce que c'était pas risqué ici, il n'y avait pas tellement de risques. Il y avait les Italiens, etc., mais ce n'était pas risqué. Donc ils l'ont nommé ici dans le Proche-Orient. Mais en face, il y avait le maréchal Rommel. Et le maréchal Rommel, c'était l'un des plus grands généraux de l'histoire de l'humanité. Il était hyper fort, et Hitler comptait sur lui pour gagner tout. Et donc, Rommel, il avançait depuis la Libye, etc., il avançait vers l'Égypte, et une fois qu'il serait en Égypte, il serait arrivé en Israël directement, et ils auraient envoyé la Gestapo pour prendre les Juifs. Donc c'était très très risqué parce qu'ils n'avaient aucune confiance dans Montgomery. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est l'histoire du film justement. Les armées allemandes arrivent à Tobrouk. Tobrouk, c'est la deuxième ville de Libye, après Tripoli. La ville de Tobrouk, et tous les tanks de Rommel, donc le matin ils se lèvent très tôt pour déclencher l'invasion contre l'armée de Montgomery. Et tous les tanks démarrent et ça ne marche pas. Tous les tanks sont bloqués. Ils vérifient qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait plus d'essence dans les tanks, il y avait de l'eau. Il y a un miracle dans la nuit que l'essence qu'il y avait dedans s'est transformée en eau. Et donc il ne pouvait plus rouler. Donc Montgomery, il a vu que les tanks sont immobilisés. Waouh, il leur est rentré dedans et il les a écrasés, écrabouillés. Et à ce moment-là, Rommel a perdu la guerre. Il est retourné à Berlin. Et quand il est arrivé à Berlin, Hitler lui a ouvert une mallette avec 2 revolvers. Et lui dit, tu sais ce qui se passe quand un maréchal a échoué, c'est ce qu'il te reste à faire. Il lui donne la mallette, il lui ouvre une porte, et il s'est tiré une balle dans la tête. Et ça, c'est le NES qu'il y a eu, que les Mekoubalim ont prié pour ça, d'avoir réussi à vaincre Rommel contre l'armée anglaise qui valait rien, quoi. Et donc, grâce à ça, ils n'ont pas pu rentrer en Israël. Et ça, c'est un miracle. Et c'est le Rav Mordechai qui racontait cette histoire, chaque Iloula du Rabbi Yaakov, etc., pour dire que c'est la tfila des 10 tzadikim qui ont empêché ce... Donc ils ont été protégés ici, quoi. Et dans le film, quand vous voyez, le film raconte ça, et il vous dit dans le film que ça s'appelle un taxi pour Tobrouk. Comme il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, ils partent en taxi pour aller rejoindre l'armée alliée à Tobrouk, parce qu'il y avait les Français aussi. C'est comme vous regardez le film, vous vous dites, bon, c'est amusant. Et quand vous connaissez l'histoire, en réalité, c'est un grand mess qu'il y a eu. Dans le film. Dans le film. Il y avait de l'eau ou il y avait plus d'essence? Oh oui, c'est ça, il y a de l'eau, il n'y a pas d'essence. Mais il ne parle pas ni de Torah, ni de... Non, c'est un film de guerre. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Donc on voit que même pendant les moments les pires du Ham Israël, il y a des nissim, il y a des Dieu est là, et il ne faut pas s'inquiéter, il faut avoir confiance. Belle histoire, non? Une histoire confirmée, quoi, par les livres. Quand j'étais parce que nous, les Juifs, on a toujours une tendance à interpréter l'histoire vue par les tzadikim et vue par la parole. Alors, je me rappelle, il y avait un professeur juif
qui racontait l'histoire que Napoléon, le tsar, etc., etc., etc. Et il disait, bon, alors, chez les Juifs, il y avait des gens qui étaient pour Napoléon, des gens qui étaient contre Napoléon. Et il dit, bon, Napoléon a perdu, et donc... alors je lui dis, il n'a pas perdu, c'est le Admor Azaken qui... alors il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez des bêtises? Alors j'ai dit, vous savez, nous les Juifs, on dit toujours que c'est toujours le tzaddik de la génération qui est derrière pour faire les choses, c'est jamais... alors vous êtes prof d'histoire, si vous êtes religieux, vous devriez croire aussi. Il y a toujours le tzaddik derrière. C'est pas Stam qui a perdu la guerre. En plus, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est confirmé, où est-ce qu'il a perdu la guerre? La Bérésina, là, on dit la défaite de la Bérésina, c'était quelle ville? Lubavitch. Le village de Lubavitch, c'est sur la Bérésina et c'est là-bas qu'il aurait perdu la guerre. Ben oui. Comme il m'a raconté Chaim à l'époque, enfin, il ne m'a pas raconté à moi spécialement, mais pour confirmer encore que c'est le tzaddik qui fait tout, c'est que comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui que les Juifs soient libres en Russie. Le matin, voilà, on fait Micheberach le matin, rentre pour Pollard et Roubachkin. Ça veut dire que c'est en Amérique aujourd'hui qu'on prie que les Juifs soient libérés. C'est pas en Russie, alors ça, récemment c'était en Russie. C'est l'Amérique qui est devenue l'ennemi des Juifs aujourd'hui. Et que le rabbi, il a transformé que la Russie soit l'ami des Juifs. Et Chaim, il nous avait raconté, enfin, on l'a vu, que le rabbi s'est mis sur le standard le Rosh Hashanah 90, et il a dit, mon arrière-grand-père, le Tzemar Tzedek, il avait l'habitude de faire du seder avant Rosh Hashanah. Il faisait du seder. Qu'est-ce que ça veut dire faire du seder? C'est-à-dire si un ministre n'est pas bien ou le tsar n'est pas bien, on le dégommait, quoi. Il quittait la scène, tu vois. Alors il dit, qui nous sommes nous pour nous comparer à mon arrière-grand-père, le Tzemar Tzedek? Mais il dit, mais quand même, ce serait bien qu'il y ait du seder. Et dans cette année-là, il y a eu trois chefs en Russie qui sont tombés, qui sont morts l'un après l'autre, tac, jusqu'à ce qu'on arrive à Gorbatchev. Et à ce moment-là, le mur de Berlin s'est ouvert et les Juifs. Chaim il s'est mis sur son standard juste avant. Qui sommes-nous pour faire du seder? Et le fait est qu'il a fait du seder. Parce que c'était amusant, parce que tous les 3 mois, il mourait jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. C'était Brejnev. Non, après Brejnev. Trois rigolos, on n'a pas de nom. Ils n'ont pas fait long feu. Tous les 3 mois, il y en avait un nouveau. Ah ouais, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à Gorbatchev. C'est le réveil qui faisait le Chaim. Branover, il a raconté, il a fait un Fabrégien à Paris, il a raconté que quand Gorbatchev il a été élu, il y avait le Time Magazine. La couverture du Time Magazine, c'était le nouveau chef de la Russie, issu du KGB, c'est le plus dur qu'il a jamais eu, il va reprendre les choses en main, ça va être un retour au communisme dur. Ça, c'était la couverture de... Et donc, il a dit, lui, il est rentré en Ichidout à ce moment-là, et le Rebbe, il lui a dit, les Russes, ils vont sortir en masse de Russie, et il faut préparer des endroits en Israël où ils pourront habiter. Et Gorbatchev, il a dit, Branover, il a dit, quand il est sorti de l'Ichidout, il a dit, si je dis ce que le Rebbe vient de me dire, je me ridiculise. Dans le monde entier, on sait que Gorbatchev, c'est un dur et qu'il va renforcer le communisme et tout. Et moi, je vais arriver en Israël en disant il faut aménager des endroits où les Russes ils vont habiter. Et il a dit, par la suite, plusieurs années après, quand Gorbatchev il n'était plus rien du tout en Russie, il est venu faire une visite privée en Israël. Et Branover, il a été voir le Gorbatchev. Et il dit, vous savez, à telle époque, quand le monde entier disait que vous étiez un dirigeant dur, moi à l'époque, le rabbi il m'a dit que vous aviez l'intention d'arrêter le communisme. Gorbatchev, il a dit, mais à cette époque-là, j'avais pas du tout l'intention.
belle. Et après, il a dit, je me rappelle dans le même Fabringen, Gorbatchev, il a dit, ils ont aménagé un coin de Yerushalayim où ils voulaient construire quelques maisons. Et donc, quand il a fait son projet, il est retourné voir le Rebbe, il est rentré en Yechidout avec un plan de Yerushalayim. Et donc, il a dit au Rebbe, voilà, on a aménagé ici 2-3 immeubles qu'on va construire, et j'ai le plan. Le Rebbe, il dit, c'est pas la peine. Et bon, alors, il sort pas le plan, il garde dans la poche, le Rebbe, il a dit, c'est pas la peine. Alors, il dit, c'est entre telle rue et telle rue. Le Rebbe dit, non, c'est pas possible, il y a une rue qui coupe au milieu, vous n'avez pas... Il dit, ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Alors il dit, bon, alors, cette rue ici, comme ça. Le Rebbe, il dit, mais non, c'est pas possible, il y a une épicerie qui fait le coin, lui, il vous vendra jamais son magasin. Vous n'arriverez pas à construire. Il est resté bête. Il a dit, le Rebbe, il n'a jamais mis les pieds à Yerushalayim, il savait exactement qu'est-ce qui se passait. Il y a la même histoire avec Moshe Weber. Il y avait un grand chassid qui s'appelait Moshe Weber ici. Il habitait à Mea Sharim. Et il donnait un cours de Tania dans un quartier qui s'appelle Beit Israël. Donc c'est pas très loin de Mea Sharim, mais il faut passer par des petites rues, quoi. Et il était chez le rabbi et il a dit, et là-bas c'est très très dur parce que c'est des vieux orthodoxes, ils ne sont pas du tout pour la chassidoute. Et alors le Moshe Weber, il dit au rabbi, voilà, j'ai obtenu de faire un cours de Tania dans un endroit contre, mais le problème c'est que j'ai un cours de Zohar, je donne un cours de Zohar avant, et après je donne un cours de Tania là-bas, et alors le rabbi lui dit, mais c'est pas difficile, tu vas à droite, comme ça tu gagnes la rue gauche, et tu pars là, et il était époustouflé, il a dit, mais comment le rabbi connaît les moindres rues de... Il a dit, mais je connais. C'était impossible, même quelqu'un qui habite sur place, si tu ne connais pas tous les jours, tu t'embrouilles dans le problème. Et Rabbi lui donnait les trucs pour gagner du temps, pour ne pas perdre son temps entre le cours de Zohar et le cours de Zohar. Bradover, il a raconté dans le même Fabringen, il a dit qu'une fois il a sorti un livre de thermodynamique. Il avait des professeurs de thermodynamique en Russie. Et après, il a beaucoup développé en Israël avec les doutes Shemesh, la captation solaire qu'il y a ici. Il a beaucoup développé tout ce qu'il a fait. Et alors, il a dit une fois, il est rentré en Yechidout, juste au moment où son livre il est sorti. Et il n'avait pas encore publié le livre, il s'apprêtait à le sortir. Et il a dit, il est rentré en Yechidout, et le Rebbe, il a dit, j'ai entendu que vous avez écrit un livre. Et il dit, oui. Le Rebbe, il dit, vous avez un exemplaire sur vous. Il a dit, c'était vraiment un contre-cœur, parce que il voulait vraiment une Yechidout de Ruchniut, il avait des questions d'Avodat Hashem et tout, il voulait pas du tout, il n'était pas vraiment rentré en Yechidout pour parler de ça. Alors le Rebbe, il dit, est-ce que tu as un exemplaire sur toi? Il ne peut pas dire non. Donc il sort le livre et il lui donne. Et le Rebbe, il feuillette. Maman, j'ai entendu de sa bouche. Le Rebbe, il feuillette comme ça le livre. Et le Rebbe, il dit, cette formule, elle est fausse. Et le Bradover, il dit non, je suis désolé, la formule, elle n'est pas fausse. Tout ce qu'il y a dans le livre, ça a été testé dans tous les sens. Toutes les équipes d'université, ils ont testé dans tous les sens. Le Rebbe, il dit, cette formule, elle est fausse. Et il a dit, il est rentré en Israël, il a pris 2 chargés de cours de l'université à Beersheba, il les a mis à plein temps pour trouver en quoi la formule, elle était fausse. Il a dit, les 2 chargés de cours, ils ont mis 2 ans pour trouver l'erreur qu'il y avait dans la formule. Il a dit, s'il avait sorti son livre en l'état, ça aurait été un khorban. 2 chargés de cours à plein temps, ils ont mis 2 ans pour rectifier la formule. Le rabbi a trouvé Le Rebbe, il feuilletait le livre comme ça. Il y avait une fois, on dit, en 1942, le Rebbe, il est parti il a pris le train de Paris pour aller à Vichy. Il a vu quelqu'un qui pleurait dans le train. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, regarde, ça fait 2 ans que je travaille sur ma thèse de physique. Et on s'est sauvé vite, les Allemands ils rentrent à Paris. J'ai laissé ma thèse à Paris, je la retrouverai jamais, elle est perdue. C'était un goy ou un juif? Un juif. Ah oui. Bon, il était dans le train. Et le Rebbe, il a dit, c'est quoi ta thèse? Il commençait à l'expliquer et tout. Le Rebbe, il a réécrit la thèse en 2 heures. Ah ouais.
Shabbat Israël. Jusqu'à une certaine extension. Ça, c'est ce qu'on voit du rabbi, quoi. C'est ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on n'a pas eu. Voilà, il faut être comment on dit, au niveau de faire ce que le rabbi demande, quoi. C'est le rabbi qui fait le travail. Pas être. Faut pas déranger. Voilà, faut pas déranger. Pas déranger le rabbi, faut laisser faire son travail. Faut être la prolongation, pas la. Faut être un vecteur. Ouais. Prolongation, un chef d'orchestre, faut éviter les fausses notes, c'est tout. Ouais, bon, ils m'ont dit si j'éteins la caméra, Rabbeinu il se lâche. C'est vrai que j'ai une certaine phobie des caméras. Ah ouais? Bon, on va éteindre la caméra.